Bonjour à tous. J'espère que jusqu'à présent la WAC se passe bien pour vous. Merci d'avoir choisi notre sujet pour ce temps. Comme il est écrit dans le titre, on va voir comment faire une revue de code grâce à l'IA et plus précisément grâce à l'agentique IA. Alors tout d'abord, je vais commencer... Pardon. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Alors moi, c'est Kenza Barnier. Je suis consultante chez les filles et garçons de la tech. Je suis en mission actuellement en tant que lead tech dev. Et moi, une de mes missions principales, ça va être d'avoir une bonne qualité de code. Bonjour à tous, moi c'est Oussama Abaye, consultant DevOps et passionné de tout ce qui est IA génératif. Et dans mes missions, j'interviens en tant qu'ingénieur DevOps pour accompagner les clients pour faire de l'automatisation et tout ce qui est lié au DevOps. On aimerait bien aussi vous connaître un peu plus. Du coup, on va commencer par vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Ok, donc je pense, juste pour voir aussi un peu, qui utilise GitLab? Ok. Et qui utilise l'IA de manière générale? Ok. C'est plutôt en chatbot ou via de code complétion, les deux. Ok, intéressant. Ok. Alors, comme je pense que vous le savez tous, un informaticien, c'est quand même connu pour être quelqu'un de flemmard. Et nous, on ne déroge pas à la règle. C'est pour ça qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut optimiser les revues de code qui prennent du temps? Et c'est là qu'en discutant avec Oussama, on s'est dit que l'agentique IA pouvait nous aider pour automatiser ces revues de code. Donc, on va quand même poser quelques bases pour qu'on soit tous d'accord sur quelques définitions. Donc, tout d'abord, une revue de code. Une revue de code, ça va être un processus dans lequel on va pouvoir revoir le code d'un de nos collègues pour voir s'il y a des problèmes, s'il y a des possibilités d'amélioration, d'optimisation, s'il y a une logique niveau métier. Et du coup, ça va être fait durant la merge request, avant que le code soit poussé dans les environnements d'après. Tout d'abord, on va voir ce que c'est qu'un LLM. Donc un LLM, c'est un Large Language Model, et c'est un modèle qui est entraîné sur énormément de données pour pouvoir comprendre le langage humain et générer du texte ou d'autres contenus. Il y a énormément de types de LLM. Il y a des LLM génération de texte, génération d'images, de vidéos et de génération de code. Et dans notre implémentation, on va utiliser un LLM avec une technique qui s'appelle l'agentique IA. Donc, agentique AI, c'est un concept de l'intelligence artificielle qui consiste à pousser un peu plus loin l'utilisation des LLM avec la possibilité de créer un agent. Donc c'est un programme qui va être autonome de prendre des décisions, d'exécuter des tâches et d'utiliser des outils externes pour s'adapter à un contexte défini. Les fondamentaux pour créer un agent IA, c'est tout d'abord les instructions. Donc il faut lui donner des instructions bien précises et lui donner un objectif et des compétences. Et parmi ces compétences, donc il y a le cerveau, donc c'est le LLM. Il y a la mémoire pour permettre au modèle de suivre l'évolution de l'échange avec lui, et les outils qui vont permettre à la fois d'exécuter des actions et de récupérer des données. Donc d'aller récupérer des données. Je vous donne quelques exemples d'agents IA
qu'on peut créer. Donc, par exemple, un agent IA qui est connecté à mon WhatsApp avec un agent dans lequel je vais lui demander de checker mon agenda ou ma boîte mail et de me lister le matin les mails qui sont pas lus avec un résumé, ou bien exécuter une action sur mon agenda pour voir le créneau de la journée où j'ai de la disponibilité et envoyer une invitation à mon client. Et dans notre POC, on a utilisé, dans notre projet, on a utilisé ce concept d'agent IA pour interagir avec GitLab et avec les revues de code. Alors pour mettre un peu de contexte et dans quel état d'esprit on était au moment de faire cette solution. Alors tout d'abord, le constat de départ, ça a été que les revues de code, elles sont longues. Ça prend du temps. En effet, par exemple, on va pousser notre code, il va falloir attendre qu'un de nos collègues soit disponible pour pouvoir la revoir, la relire, et le temps qu'il la relise tout, qu'il fasse parfois des doubles lectures. Et ça va prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs jours après avoir poussé le code avant qu'il soit revu. Donc, avec cette solution, ça va enlever ce problème-là. Il y a aussi il y a certains problèmes, certaines erreurs qui vont être faciles à louper, parce que ça va être des petits problèmes comme de l'indentation ou de la ponctuation. Et c'est des problèmes que l'œil humain va facilement louper parce que c'est tout petit. Ça apporte pas grand-chose niveau intellectuel, mais par contre, pour le code, c'est vraiment très important et ça va casser toute l'application si c'est pas corrigé. Il y a aussi qu'il y a besoin d'une analyse, du coup, une double lecture, parce qu'il va y avoir toute la partie technique sur laquelle il va falloir faire attention, mais il y a aussi toute la partie métier pour savoir qu'il y a une logique derrière et que ça répond bien aux attentes. Donc le fait d'automatiser tout ça, ça va permettre d'avoir une revue de code qui va être plus rapide, plus sécure et plus fiable. Donc, pour ça, on a pensé à une solution en créant un assistant IA qui va être capable de repérer tous ces petits bugs ou de failles ou d'incohérences qui pourront être loupées par l'œil humain, qui va pouvoir proposer du refactoring pour avoir un code vraiment propre et pas avoir des copier-coller partout dans le code, et de standardiser les bonnes pratiques. En effet, par exemple, on va pouvoir dire qu'un code ne peut pas être accepté s'il n'y a pas de tests unitaires qui ont été faits avec, ou que pour les variables, le nommage des variables, on doit respecter le camel case. Et on a pensé cette solution, on a voulu cette solution multilangage pour pouvoir l'utiliser dans plusieurs projets, et notamment avec le back, le front et tout ce dont le projet a besoin. Donc pour cette solution, on a fait un mélange de plusieurs outils, plusieurs solutions que la plupart de vous connaissez peut-être déjà. Tout d'abord, on a utilisé GitLab. Donc, GitLab, c'est une plateforme DevOps qui permet d'héberger le code source des applications via des fonctionnalités de CI/CD, va permettre de construire l'applicatif, de le pousser jusque vers tous les environnements, jusqu'en production. Et parmi ces fonctionnalités, il y a la possibilité de pousser des merge requests. Donc, c'est le merge de code entre les différentes branches. Et il y a d'autres fonctionnalités comme les issues, comme la possibilité de gérer le projet informatique à l'intérieur de GitLab. Et avec GitLab, il permet aussi d'avoir une fonctionnalité de webhook pour communiquer avec des solutions externes. C'est la fonctionnalité qu'on a utilisée. Donc on a utilisé la fonctionnalité de merge request pour générer des merge requests de nos codes, plus la fonctionnalité de webhook pour communiquer avec la deuxième solution qui est Anyeten. Donc c'est une solution de no-code, de low-code, qui permet facilement de créer de l'automatisation de flux de travail
C'est une solution open source qui permet aussi facilement de s'intégrer avec d'autres solutions. Elle supporte de l'API. Et troisième outil, c'est le modèle de génération de code de chez Mistral. Donc c'est un modèle français. Et le modèle spécifique, ça s'appelle CodeStral et qui permet à la fois de la génération de code, la revue, la correction de code, génération de texte, etc. Et pour cela, ça a été facile de faire des code reviews et de l'utiliser. Parmi ses caractéristiques, c'est qu'il est entraîné sur 22 millions de paramètres. Il supporte 80 langages de programmation et il est étendu en termes de contexte à 256 000 tokens. Les tokens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le langage qui est compris par la machine. Donc c'est l'équivalent des mots dans notre langage humain. Là, on va passer à l'architecture. Donc l'architecture qu'on a mis en place pour cette solution, elle se présente de cette façon. Donc on a notre plateforme GitLab dans laquelle on va générer une merge request et qui va, via des webhooks, envoyer tout le contenu de la merge request à n8n, qui lui, via une fonctionnalité qu'on a développée en interne, va permettre d'analyser ce code et nous sortir la différence, donc le code qui existait, plus le code qui a été modifié ou qui a été rajouté. Et en fonction de ça, on va créer un prompt. Donc on a créé un prompt pour le donner à notre modèle CodeStral pour lui demander de faire la code review en respectant des règles qu'on a mis en place, donc notamment la vérification des patterns de code et la génération de tests unitaires s'ils ne sont pas générés. Plus, on a mis en place une mémoire pour que si jamais on relance la même merge request, on va optimiser l'envoi de tout ce contexte parce que l'envoi des tokens, parce que l'envoi des tokens vers le LLM, c'est quelque chose qui est coûteuse. Et pour ça, on va utiliser la mémoire. Si jamais on régénère la même merge request, il va éviter d'envoyer tout au modèle et il va aller piocher dans la mémoire. Et derrière, en output, on va voir le résultat sous forme de commentaires dans la merge request. Et c'est ce qu'on va voir en démo tout de suite. Pardon. Donc là, on a notre flux de travail sur n8n. Donc ici, on l'a plugué sur nos deux projets. Donc on a deux projets. Excusez-moi, je vais zoomer pour ceux qui sont derrière. Donc ici, on a le back et le front. Vous arrivez à lire derrière? Zoom encore un peu. C'est bon? Zoom encore un tout petit peu. Et le fait d'avoir ces deux étapes-là, du coup le front et le back, ça permet aussi d'avoir du multilangage que je disais tout à l'heure. Du coup, on a le back qui est fait en Node.js et le front qui est fait en Angular. Et ici, on a sur GitLab nos deux projets. Et on va avoir une branche avec une fonctionnalité d'ajout de fonctionnalité de date. Et derrière, dans la partie merge request, on va créer la merge request pour merger notre fonctionnalité dans la branche main. Et tout d'abord, je vais lancer mon... Pour la démo, on fait une action manuelle pour lancer, pour qu'on voit toutes les étapes. Mais sinon, on peut activer l'écoute en continu. Et ça permet que dès qu'il y a une merge request qui est lancée ou qu'il y a un changement dans la merge request, ça soit directement envoyé à n8n. Donc ici, on va créer notre branche. On va l'assigner à notre bot qui s'appelle MergeMindBot. On crée la merge request. Et là, on va voir le flux de travail qui se déclenche. Donc ici, il récupère le webhook depuis GitLab.
il va faire le traitement pour récupérer l'ancien code et le code qui a été rajouté et l'envoie à notre modèle. Donc ici, on va voir ce qu'on envoie. Donc ici, c'est le prompt qui a été envoyé avec le pass du fichier, le code original, ce qui a changé, et on lui demande de faire une revue de code au changement qui a été dans cette section. Et dans le prompt system, donc ici, où on va programmer notre modèle, donc on va lui donner des instructions au système pour le programmer et le conditionner pour qu'il soit un reviewer. Donc ici, on lui dit qu'il est un expert en programmation et qu'il doit respecter quelques actions pour faire la revue de code. Donc ici, on lui demande d'accepter ou de rejeter la merge request, de donner un score sur 100 sur ce changement, d'expliquer les choses qui ne sont pas bien faites et d'utiliser les patterns, notamment clean code, Minecraft chip issue, et de faire des commentaires et des propositions de snippets de code en cas de besoin. Ensuite, en output, on va avoir le commentaire qui va être, le prompt qui va être envoyé au modèle. Donc ici, on utilise CodeStral de chez Mistral. Et à la fin, il va faire un commentaire dans la merge request. Et ici, si on revient dans notre merge request, on va avoir le commentaire de notre merge main bot avec il va concaténer sur les différents fichiers qui ont été modifiés, et pour chaque fichier, il va donner le résultat s'il a accepté ou il a rejeté avec un score, et il va donner quelques recommandations à améliorer. Avec des snippets de code, il va proposer des snippets de code et des tests unitaires s'il manque. Par exemple, ici, il va itérer sur les différents fichiers. Il va itérer sur les différents fichiers qu'il va trouver dans la merge request, qui ont été modifiés dans la merge request. Alors maintenant, on va passer un peu plus à une partie retour d'expérience de ce qu'on a appris en faisant cette solution. Donc, tout d'abord, les avantages et les gains. Le cycle de revue, il est accéléré, parce que comme on a vu durant la démo, on va avoir un feedback qui va être quasi instantané sur l'AMR. Ça permet d'avoir déjà, même pour le développeur qui a poussé ces modifications, ça lui permet d'avoir déjà une première relecture et changer, si besoin, des aspects dans son code qui n'iraient pas, sans qu'il y ait une tierce personne qui doit intervenir pour lui faire le retour. Ça va faire une réduction de la charge de travail, de la charge mentale, parce que ça délègue une partie à l'IA qui va commencer à nous donner une réponse et accélérer les choses. L'intégration, elle va être fluide. Comme on a vu avec n8n, il y a juste, pour le développeur, ça va être transparent. Il a juste à pousser le code et n8n va prendre le relais et va faire tout son travail sans que ça demande quelque chose en plus au développeur. On va avoir un feedback qui va être traçable parce que le retour se fait directement dans la merge request et il va être standardisé. Comme on a vu, il va avoir le résultat avec un score, si c'est rejeté ou pas, et toutes les améliorations possibles qui vont être faites à chaque fois de la même manière. Et ça va permettre une qualité de code qui va être homogène. En effet, avec l'agent IA, on va pouvoir lui donner les bonnes pratiques qu'on veut pour notre code. Donc, tous les développeurs vont devoir respecter les mêmes règles et ça va homogénéiser tout le code. Mais bien sûr, comme un peu toutes les solutions, il y a aussi des points où il va falloir faire attention, des points de vigilance. Tout d'abord, l'IA, elle a ses limites. Ça peut envoyer des faux négatifs où elle peut complètement halluciner. Je pense que pour tous ceux qui ont déjà utilisé une IA comme ChatGPT,
On voit bien que des fois, on lui pose une question et elle répond complètement à côté de la plaque. Et ben là, ça peut être la même chose. Donc, il y a quand même besoin d'une relecture humaine derrière. Ce que l'IA va dire, ça va pas être une vérité absolue. Ça va être un point de départ d'une réflexion. Il va falloir que derrière, on réfléchisse à oui, c'est vrai, ce qu'elle dit, ça a du sens, ou bah non, là, en fait, elle divague et on laisse comme ça. Il va falloir faire à la confidentialité du code. En effet, le partage du code avec le LLM, va falloir faire attention qu'il respecte bien les bonnes pratiques de sécurité et la règle RGPD. Toute cette solution, elle va avoir un coût, et ce coût, il va être variable en fonction de la grosseur de la merge request. Plus la merge request est grosse, plus elle va utiliser de tokens, donc ça va augmenter les coûts, et plus on fait de merge request, plus les coûts vont augmenter aussi. Et enfin, toute cette solution, va falloir la maintenir, parce que comme on a vu, il y a 3 outils différents, donc il va falloir faire la montée de version de tous ces outils et de faire attention que dans le temps, tout reste compatible. Alors, ce qu'on a appris plus précisément, ça va être que l'IA, c'est pas magique. Le prompt, c'est pas du premier coup qu'on va avoir un prompt parfait. C'est un prompt qui se travaille, qui va se réfléchir. Maintenant, il y a du prompt engineering. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des règles derrière à respecter, notamment le contexte. Plus le contexte va être défini et va être précis, plus on aura un retour de qualité. Et ce processus, il va être itératif. On va faire un prompt de base, on va lancer, on aura un retour, et en fonction du retour, on va se dire « Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas ce que je voulais. » Donc, on va aller revoir le prompt pour changer et pour faire évoluer le prompt pour avoir la réponse qu'on a. Et ce processus, il est vivant, parce que ça ne s'arrête pas à « Ah, c'est bon, là, le prompt est bon. » Tout le long qu'on va utiliser cette solution, il va falloir faire évoluer le prompt. Cette solution, elle n'est pas adaptée non plus à tous les projets. On va dire qu'il va falloir être dans un environnement plutôt agile, dans le sens où il faut que pour chaque feature qui est demandée, il faut que toute évolution soit quand même bien éclatée pour que ça soit des petites MR qui soient faites. Parce que si on fait une grosse évolution avec beaucoup de lignes qui vont changer, des services qui vont être ajoutés, au bout d'un moment, on va atteindre la limite de token et ça ne pourra pas marcher. L'IA, elle a une vue limitée. Ce qu'on lui passe, c'est vraiment juste les changements qui ont été faits. Elle ne va pas avoir tout le code en mémoire. Donc, elle ne va pas savoir si ça va casser autre chose ou s'il y a des problèmes avec le code qui est déjà existant. Et on a eu une adoption qui a été contrastée. Les personnes qui sont plutôt juniors vont vraiment aimer la solution et les seniors seront plus sceptiques. Mais le fait d'avoir des retours comme ça, on va dire sceptiques, ça nous a permis aussi de faire évoluer le produit et notamment de faire évoluer le prompt. Et pour ça, je dis merci à François qui nous a aidés pour ça. Donc là, on peut avoir une approche un peu plus personnalisée en fonction des projets sur lesquels on peut implémenter cette solution. Donc on peut avoir des prompts qui sont adaptés aux bonnes pratiques de chaque métier et de chaque projet, avec notamment l'intégration des systèmes de RAG pour lui donner un peu plus de contexte et lui expliquer les bonnes pratiques à respecter pour faire cette revue de code. On peut aussi utiliser des LLM fine-tunés qui sont entraînés sur la donnée du client et qui parlent le langage du client, qui comprennent le contexte du client pour avoir des retours un peu plus enrichis. Il y a aussi la possibilité de lancer des workflows qui sont dédiés à d'autres tâches. Par exemple, on peut avoir des tâches qui vont faire des commits après les commits de chaque développeur, pour générer ces tests unitaires.
un développeur, il va se soucier juste de coder sa fonctionnalité. Une fois il fait le commit, il va y avoir un workflow qui va s'exécuter. Il va faire un commit des tests unitaires de cette fonctionnalité. Il y a aussi, avec la solution NetN, la possibilité de l'intégrer et d'étendre la solution avec tout l'écosystème DevOps, donc notamment avoir un workflow qui va décider ou donner le go ou no go en fonction de ce qu'il va trouver sur les branches de chaque environnement et de dire que cette branche elle peut aller en prod ou pas en fonction du modèle, de l'entraînement du modèle qu'on lui a donné en entrée. Et dernièrement, on peut avoir une intégration de revue de sécurité, de cohérence des bonnes pratiques DevSecOps. Donc, avoir un système de RAG avec toutes les règles qui sont fournies par les équipes cyber ou les équipes de sécurité et de dire que ce workflow il respecte ces bonnes pratiques ou pas et avoir un résultat comme on l'a vu pour la revue de code. Alors pour synthétiser un peu tout ce qu'on vient de dire, ce qui a marché dans cette solution, ça a été l'intégration entre GitLab et N8N qui a été super fluide. En effet, il y a eu juste besoin de créer le webhook dans GitLab et ensuite N8N a pu directement récupérer toutes les modifications. Pour ce qui est de la sortie avec l'écriture qui est directement dans le commentaire de la merge request, ça a été aussi géré par N8N. Il n'y a pas eu besoin de coder quelque chose en plus. Ça a été N8N qui s'en est chargé. Et pour l'extraction du code grâce à N8N, il y a juste eu besoin, comme on a vu pendant la démo, de faire un JSON pour expliquer ce qu'on avait besoin. Mais sinon, rien de très très compliqué. Par contre, ce qui a posé problème, ce qui a moins marché, c'est la latence du modèle lors d'un pic d'activité. Donc, notamment, c'est une histoire liée aux ressources et au GPU. Donc, plus on a des pics d'activité, plus il va falloir mettre du GPU pour que le modèle puisse tout traiter. Parce que derrière, il n'y a rien de magique. C'est la prédiction du prochain token derrière. Et ça demande de la ressource pour faire ce genre de tâches. Deuxième problème, c'est on avait des prompts qui étaient trop vagues au départ. Il a fallu retravailler, comme a dit ma collègue tout à l'heure. On a retravaillé plusieurs fois, on a itéré sur le prompt pour avoir le prompt qui va avec le projet qu'on a mis en place. Donc notamment, si on veut l'implémenter sur d'autres projets, il va falloir retravailler le prompt pour avoir exactement ce qu'on veut. Et le troisième problème, c'est le cas de multifichiers qui a été mal géré au début. Il fallait retravailler le script pour qu'il puisse itérer sur les différents fichiers qu'il va trouver sur la merge request et pouvoir faire la revue de code sur chaque fichier. Alors, merci de votre écoute. On a quelques questions pour vous, donc si vous voulez bien scanner notre QR code et nous faire un petit feedback. Et sinon, on est à votre écoute pour si vous avez, vous, des questions. Je ne sais pas qui passe le micro. Ah. Merci pour la présentation. Alors, je comprends l'adoption rapide chez les juniors et le scepticisme chez les seniors. Je fais forcément partie des sceptiques, là. Il y a plein de trucs qui me posent question. Le premier truc, c'est effectivement le prompt, il a l'air hyper important, mais la quantité de code qui est passée au LLM pour pouvoir donner un avis sur la qualité du code, elle doit être à la fois pas trop importante pour pas dépasser le nombre de tokens, mais à la fois, elle doit être quand même un petit peu importante pour donner du contexte au LLM pour qu'il puisse dire ce code il a du sens ou il n'a pas du sens. Donc finalement, est-ce qu'on a besoin d'un LLM pour analyser des petits morceaux de code qui rentrent pour moi dans des bonnes pratiques de MR, c'est-à-dire pas avoir des MR avec 3 millions de changements, mais des petits changements qui sont facilement analysables par par un être humain, quoi. Voilà, ça c'est ma première question. Et juste une remarque, franchement, c'est un avis très personnel. Mais si vous utilisez ça pour générer des tests unitaires, ne faites pas de tests unitaires du tout, quoi. Vraiment. Oui. Pour la merge request,
je suis d'accord que pour certaines merge requests qui sont vraiment, vraiment très petites, par exemple, si c'est juste une ligne qui a changé, il n'y a pas d'utilité de le faire passer par l'IA. Ça, on a sur le début, on peut changer en fonction de quelle branche on pousse notre merge request. On peut faire que l'agentique IA va l'analyser ou pas. Donc ça peut aussi contrebalancer de l'utiliser quand on veut et pas tout le temps. Et après, la bonne pratique, c'est de faire des petits changements. Mais en tout cas, pour moi, où je suis dans ma mission, c'est pas tout le temps possible parce que des fois, juste faire une modification pour ajouter juste une fonctionnalité, ça demande quand même de toucher à beaucoup d'endroits et de choses différentes. Et c'est pas possible de le splitter parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Et du coup, dans ces cas-là, je trouve qu'avoir une IA juste pour avoir un premier retour, parce que c'est pas forcément, ça va pas remplacer une personne après qui va venir quand même relire, mais ça permet d'avoir un retour instantané pour le développeur qui a poussé la requête et de voir qu'en fait, il y a des moments qui c'était pas bon, il peut optimiser, regarder avant que quelqu'un passe derrière pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Si je peux rajouter, c'est vrai que si on va changer des petits morceaux dans un code, ça peut se faire rapidement par un humain. Mais si on a des petits morceaux qui sont changés dans plusieurs fichiers, ça devient rapidement compliqué. En fait, l'implémentation, et on l'a retravaillé, c'est qu'à chaque fois, c'est pour ça qu'on itère sur les fichiers, pour que sur chaque fichier, il fait un appel vers le modèle. Donc on réduit, on ne va pas tout grouper, tous les fichiers, les envoyer au modèle. Donc si on modifie sur 5 ou 10 fichiers, si on modifie 2-3 lignes, on va envoyer au modèle les 2-3 lignes 10 fois. Et on va itérer et derrière, on va avoir sur le commentaire les modifications pour chaque fichier. Et ça, au début, on avait un problème par rapport à ça. On a dû retravailler le mécanisme d'automatisation qui envoie au modèle. Et pour les tests unitaires, je comprends la réticence. Et je pense que c'est sûr qu'il vaut mieux faire... de toute façon, si on veut faire du TDD, il faut faire les tests unitaires avant de faire le code dans tous les cas. Mais je ne sais pas si c'est pas mieux d'avoir un test unitaire qui est fait par l'IA et pas par l'homme que de ne pas en avoir du tout, que c'est souvent le cas. Parce que s'il est généré d'une première fois, après, il y a quelqu'un qui peut passer derrière pour le relire et l'améliorer. Et ça permet de partir de pas une planche blanche. Mais après, bon, moi je suis junior, donc je peux comprendre que ça ne peut marcher. Ça ne peut pas marcher. Bon, bravo et merci pour votre talk. Je trouve que vous avez traité le sujet avec simplicité plutôt que d'avoir réinventé la roue avec un MCP qui serait parti dans la stratosphère. Très très bien. Par contre, par rapport aux limitations que vous donniez, je me pose la question si c'est juste le fait d'avoir utilisé un LLM à base de tokens et online, et si vous aviez hosté votre propre LLM, vous auriez pu tuner le nombre de tokens et potentiellement l'adapter et pouvoir avoir justement une vue plus large. Oui, mais ça implique des ressources. On a fait les premiers tests avec des LLM qui étaient hébergés en local, mais ça hallucine en fonction des ressources pas disponibles. Donc on a choisi d'utiliser des appels API qui répondent super bien en ce moment. Et c'est juste un squelette d'automatisation qu'on peut changer en fonction du modèle qu'on veut utiliser. C'est pour ça qu'on a mis vers une approche personnalisée, parce qu'en fonction des clients, en fonction des gens qui veulent utiliser cette automatisation, si les gens veulent mettre des moyens d'héberger leur propre modèle, d'utiliser des modèles fine-tunés, pourquoi pas, utiliser d'autres pipelines qui vont faire du RAG et qui vont préparer les bases de RAG pour que le modèle puisse avoir un peu plus de vérité. Et là, on va pouvoir faire plus confiance au retour de ce modèle. Mais là, c'était une démo, un squelette de ce que l'IA peut faire avec les revues de code.
Alors moi, je fais partie de la génération aussi que vous avez appelée les sceptiques. Alors, je vais me requalifier, mais je suis plutôt curieux. J'aimerais juste avoir une idée, si vous avez estimé ça, du coût, en fait, à la ligne de code que votre solution représente par rapport potentiellement à une solution équivalente, type SonarCube, qui amène aussi des extensions IA aussi, complémentaires à ce qu'ils font aujourd'hui, par rapport aux solutions qui sont maintenant aujourd'hui intégrées aussi dans GitLab, puisqu'ils amènent aussi de l'intelligence artificielle d'analyse de code maintenant dans leur dernière version. Donc avoir un peu une idée du coût global de cette solution, aussi bien financier qu'écologique, si je peux me permettre, par rapport à justement la consommation de ressources ramenée à la ligne de code. C'est compliqué à calculer, mais en termes de coût financier, par contre, la question c'est est-ce que vous avez fait ce calcul? Non, on n'a pas encore fait. On s'est dit qu'il fallait le faire et ouais, c'était une des limites, quoi. C'est vraiment le coût. On n'a pas calculé, mais on sait que ça peut vite monter très haut. Et pour la question écologique aussi, on se l'est posé. Mais après, ouais, tout IA a un problème avec ça. Et c'est dur de balancer entre les deux. C'est bon. Pour ma part, j'avais la même question aussi. Est-ce que vous avez comparé les coûts par rapport aux solutions SaaS qui existent déjà, qui font la même chose? Et pareil, par rapport à la qualité des reviews, est-ce que vous êtes meilleur par rapport en fait les mêmes solutions SaaS qui proposent la même chose? Dans notre solution, ce qui est pratique, c'est que on peut designer le prompt. Enfin, on peut écrire le prompt pour répondre vraiment à nos besoins. Donc, si on a par exemple des cas pratiques vraiment particuliers ou des règles qu'on veut vraiment faire respecter et qui ne sont pas forcément de partout, mais vraiment internes à la boîte, c'est possible de le faire. C'est vraiment personnalisable. Et je ne pense pas que dans les autres... en tout cas, pour moi, dans les autres, c'est pas possible. Donc ça, c'est un plus. Et par rapport aux solutions du marché, notamment GitLab qui a sorti GitLab Duo, la fonctionnalité elle n'est pas disponible sur toutes les solutions. Et sur les solutions où elle est disponible, elle utilise Claude derrière. Et Claude, c'est un modèle prioritaire. Et nous, on voulait plus aller vers des modèles open source. Et la possibilité de, demain, si on veut faire du fine-tuning d'un modèle, on peut l'utiliser facilement et avoir notre propre IA derrière. Merci pour la présentation. Alors je suis un peu d'accord avec les sceptiques de dire que ça aura du mal à concurrencer SonarCube. Par contre, j'aime beaucoup l'intérêt du POC et les ouvertures que ça apporte. Est-ce que vous aviez réfléchi peut-être à envoyer, je dirais, la totalité du repository en RAG pour qu'il y ait vraiment un contexte global et d'ajouter aussi éventuellement le ticket qui contient la feature, le use case, pour pouvoir lui donner vraiment une analyse de la feature plus que juste de l'analyse de code. Bon, ça après, je pense, on ne peut pas se permettre d'envoyer la totalité du projet dans un LLM public, il faut l'héberger chez soi, quoi. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Oui, on y a pensé à mettre du coup en mémoire et en RAG tout le code. On l'a pas fait, on n'a pas pu le tester, mais c'était une des évolutions auxquelles on pensait. Et c'est pour ça qu'on a, pour l'instant, rajouté juste une mémoire pour les anciens revues qui ont été faites. Mais du coup, oui, c'est une possible amélioration pour dépasser une des limites. On y a pensé, on a pensé à mettre en place des flux de travail parallèles qui vont faire le système de RAG, donc ils vont pomper tout le code source et itérer sur le code source à chaque fois qu'il y a des codes qui vont se rajouter et alimenter le RAG pour avoir une base vectorielle derrière qui contient tout le contexte de l'entreprise, notamment la documentation, les issues, et comme ça le modèle il va avoir plus de contexte, mais la solution, on l'a commencé en début d'année et on l'améliore de fur et à mesure. Et on l'améliore aussi grâce aux sceptiques. Voilà. Je vais changer la présentation, je vais mettre aux curieux. Oui,
Du coup, moi j'avais une question aussi. Est-ce que vous avez des stats au niveau GitLab avant et après la mise en place de ce POC du nombre de MR? Est-ce que vraiment ça n'a pas doublé ou par exemple pour les juniors, est-ce qu'ils n'auraient pas tendance à écrire du code, faire une MR, voir ce qui est pas bon, réécrire du code, refaire sa MR? Est-ce que c'est pas finalement le développeur il devient dépendant un peu du produit? En fait, pour ce cas d'usage que vous avez évoqué, on a pensé de mettre un échange dans les commentaires, mais c'est une fonctionnalité qu'on essaye de faire avancer. C'est-à-dire que là, il fait un premier commentaire dans la merge request et a possibilité de refaire un commit. Donc le développeur il va refaire un commit dans la même merge request et le modèle il va se redéclencher et ça va faire des échanges dans la merge request. Comme si c'était le tech lead qui faisait la même intervention. Et du coup, si un junior commence à faire beaucoup de MR, on voit que les premières, c'est tracé, tout est tracé. Donc c'est facile d'intervenir et dire là, ton premier commit, t'as pas fait de relecture, ça va pas du tout. C'est aussi au tech lead de derrière de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas ça comme un outil de test, quoi, parce que c'est pas le cas. Oui, je rebondis sur la question précédente. C'est si vous avez des retours sur la qualité de code final. Est-ce qu'il y a moins de bugs? Est-ce que le code est propre? Si on oublie tout ça et on se met en aval, qu'est-ce qui est constaté? Pour l'instant, on l'a pas testé dans une équipe. Pour l'instant, c'est en interne chez FG Tech. Et du coup, c'est que moi la développeuse. Du coup, ça limite. Ça limite. Mais j'ai pu voir que c'était quand même c'est utile, en tout cas par exemple pour un projet où je développe toute seule. Au moins j'ai quelqu'un qui fait ma review de code et je peux relire. On a éventuellement le temps pour une dernière question, si jamais. Oui. Pour la présentation, question autour de N8N. À quel point vous avez dû customiser tous les prompts que vous avez mis en place par rapport à votre projet et à quel point vous avez fait quelque chose qui du coup est agnostique par rapport à l'ensemble des projets. Enfin voilà, quelle est l'implication et est-ce que du coup votre feeling c'est plus oui il faudrait potentiellement une pipeline par projet ou par groupe de projets similaires ou non on peut avoir une seule pipeline agnostique sur tous les projets qu'on pourrait rester. Justement, au début, c'était une pipeline par projet et on a fait en sorte que ça soit un squelette qui peut plugger. Comme vous le voyez, là, c'est 2 projets avec 2 langages différents et qui vont s'exécuter. On peut plugger plusieurs, par exemple, un groupe de projets qui ont le même contexte et ça va, et via la mémoire, ça va donner plus de contexte au module au fur et à mesure qu'il y a des MR qui se déclenchent. Et pour la personnalisation du prompt, elle va être à peu près, par exemple pour les bonnes pratiques, ça va être à peu près les mêmes pour tous les projets. Après, vraiment, s'il y a un projet qui n'a rien à voir et qu'il y a un prompt qu'il va falloir faire vraiment différemment, là, je pense que ça sera mieux de créer un autre workflow. Mais pour notre cas, en tout cas, pour un projet comme ça, avec un back-end Node.js, avec un front-end Angular, il n'y a pas besoin, on peut même mettre plusieurs front-end et plusieurs back-end. Il n'y a pas besoin de mettre différents prompts parce que les bonnes pratiques seront les mêmes et la logique derrière, ça sera la même. Merci. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation et le retour d'expérience.